Bienvenue dans Europe Hebdo, émission présentée depuis Strasbourg. Nous sommes ici à 2 pas de l'hémicycle dans ce qu'on appelle la salle de lecture. Ici, la règle, c'est silence absolu. Et dans la partie magazine de cette émission, nous aborderons la question du multilinguisme qui est extrêmement sensible ici au Parlement, Katia. Et d'abord, le tour de l'actualité européenne. On le croyait validé, pourtant le plan d'aide européen fait toujours débat. Une nouvelle réunion à Bruxelles entre les ministres des Finances de l'Eurogroupe devait tenter d'enrayer la chute de l'euro au plus bas depuis 4 ans. Mais les discussions se sont crispées sur les modalités de déblocage des 750 milliards d'euros du plan de sauvetage. Le ton serait même monté d'un cran entre la France et l'Allemagne. Dans le même temps, le quotidien El País affirme que Nicolas Sarkozy aurait menacé de quitter la zone euro pour forcer la main d'Angela Merkel, toujours réticente à l'égard de ce plan d'aide. Un plan d'aide qui conduit la majeure partie des pays de la zone euro à mettre en œuvre des coupes drastiques dans leur budget. En France, François Fillon annonce un gel des dépenses de l'État pour les 3 ans à venir. Un plan de rigueur qui ne dit pas son nom selon l'opposition. En Espagne, José Luis Zapatero a annoncé une baisse de 5% du salaire des fonctionnaires, provoquant la colère des syndicats. Au Portugal, on se prépare à une hausse de 1 point de la TVA et de 1 à 1,5% de l'impôt sur le revenu. Enfin, en Italie, le gouvernement pourrait augmenter prochainement les impôts locaux après avoir gelé les salaires des fonctionnaires. Les Estoniens seraient-ils sur le point de changer de monnaie? Alors que la zone euro traverse la pire crise de son histoire, la Commission européenne a donné son feu vert à l'Estonie pour son entrée dans l'euro dès l'année prochaine. Pour José Manuel Barroso, c'est un signe de confiance dans l'avenir. L'Estonie serait le 17e pays à entrer dans l'Eurogroupe. La crise économique pourrait ouvrir une nouvelle ère dans les relations tendues entre la Grèce et la Turquie. En conflit larvé depuis des décennies, les Grecs et les Turcs se taquinent souvent militairement. Historique, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Athènes pour signer une vingtaine d'accords bilatéraux et mettre en place un Conseil supérieur de coopération. Contrainte à un plan de rigueur sans précédent, la Grèce a par ailleurs annoncé une réduction de ses dépenses militaires. Aujourd'hui, la Grèce dépense tous les ans 3 fois plus que ses voisins européens pour assurer sa défense. Voilà pour ce tour d'Europe et nous sommes toujours à Strasbourg, dans le grand bâtiment de verre du Parlement européen. Nous sommes avec un député européen socialiste français. Bonjour. Bonjour. Lim Wanyok, donc vous êtes par ailleurs économiste. Actualité européenne très économique, l'Europe qui tente désespérément de sauver sa monnaie commune. Mais la mise en route de ce plan de 750 milliards d'euros traîne. Est-ce que pour vous, l'Europe n'a pas tiré toutes les leçons de la crise grecque ? La mise en œuvre du plan a traîné parce que l'Allemagne a été extrêmement hésitante dans cette affaire et si on veut comprendre l'état des débats aujourd'hui, il faut naturellement remonter à 1914. Les Allemands ne veulent plus payer depuis cette date et les Allemands sont obsédés par l'hyperinflation qui les a touchés à cette époque-là, d'où les 2 tabous qui ont longtemps perduré en Europe, qui ont été transgressés maintenant avec le plan de sauvetage à la Grèce. Mais pour vous, l'Allemagne est responsable de cette situation ? On peut comprendre l'Allemagne, mais si vous voulez, il y a 2 tabous auxquels il tenait, qui étaient premièrement le fait d'éviter de trop payer dans le cadre de mécanismes de solidarité qui les auraient engagés. Puis le deuxième tabou, c'était le fait que la Banque centrale elle-même finance un certain nombre de dépenses parce que les Allemands considèrent généralement que la création monétaire est inflationniste et comme ils veulent éviter l'épisode des années 20, ils ont longtemps été attachés au fait que la Banque centrale, dans ses statuts, ne finance pas les budgets publics. Et là, 2 tabous ont été levés. Le premier, c'est qu'on a créé un fonds de stabilisation et un fonds de soutien financé par l'emprunt. Comment ? Vous vous en félicitez ? Oui, absolument. On a levé ces 2 tabous qui sont des pas en avant en direction d'une véritable gouvernance économique de la zone euro. On peut pour la première fois financer des dépenses communautaires par l'emprunt, alors que c'était interdit pour le moment, jusqu'alors, dans les textes européens. Et puis la deuxième avancée, c'est que la Banque centrale peut désormais financer les dettes souveraines, ce qui permet aux États de s'affranchir de la pression des marchés financiers lorsque ces derniers exigent des primes de risque inconsidérées avec des taux d'intérêt trop élevés. Mais ça, ce n'est pas faire marcher la planche à billets ? Si, mais ça permet, si vous voulez... Et pour vous, cela n'est pas choquant ?
Aujourd'hui, la situation n'est pas celle des années 20, justement. Il n'y a aucune pression inflationniste. Créer de la monnaie aujourd'hui n'est pas de nature à relancer l'inflation parce que l'économie est en sous-emploi. Il y a 20 millions de chômeurs en Europe. Les capacités de production sont sous-utilisées. Si vous relancez la demande par la création monétaire, en finançant notamment les plans de relance, ce qu'on attend encore, ça n'a pas d'effet inflationniste aujourd'hui, normalement. Alors, l'euro baisse, sa valeur ne cesse de tomber. Est-ce que pour vous, on s'inquiète de cette baisse de l'euro en même temps? Est-ce que ça ne permet pas de doper les exportations européennes, donc de redonner un ballon d'oxygène à l'Europe? Alors moi je ne suis pas inquiet de la baisse de l'euro, ce sont les Américains qui s'en inquiètent, c'est la raison pour laquelle Barack Obama téléphone à Angela Merkel, car la baisse de l'euro naturellement favorise nos exportations au détriment du commerce extérieur américain lorsque nous exportons vers les États-Unis. Donc vous plaidez pour une dépréciation de l'euro pour redonner un peu d'air aux économies européennes? Il n'y a pas si longtemps, Valéry Giscard d'Estaing estimait que le cours d'équilibre c'était 1 euro égale 1 dollar, donc on n'en est pas encore là si vous voulez, donc l'euro est sans doute encore un petit peu surévalué, mais il y a un deuxième problème en dehors de ça, c'est que le commerce extérieur de la plupart des pays membres se fait à l'intérieur de la zone euro. Et même si l'euro se dépréciait suffisamment, ça ne réglerait en aucun cas le problème des Espagnols, des Grecs et des Italiens qui souffrent aujourd'hui d'un commerce extérieur déficitaire vis-à-vis de l'Allemagne. Et vraisemblablement, il faudrait des mécanismes de solidarité beaucoup plus poussés que ceux qui ont été mis en œuvre la semaine dernière si on veut que ces pays rattrapent le niveau de développement de l'Allemagne. Pour l'instant, l'Europe a encore beaucoup de chemin à faire. Elle n'est quand même pas forcément très compétitive au sein du jeu mondial. L'Allemagne est compétitive. Les autres pays le sont un peu moins, mais le vrai débat, c'est à l'intérieur de la zone euro. Il y a des déséquilibres à l'intérieur de la zone euro entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et toute la question est de savoir comment on aide les pays du Sud à converger en leur en donnant les moyens. Il y a une autre solution pour renforcer la gouvernance européenne. Elle a été proposée par la Commission européenne, une proposition qui a fait beaucoup de bruit, puisque Bruxelles souhaite avoir un droit de regard sur les budgets nationaux, élément essentiel de la souveraineté nationale. Explication avec Florence Maurice. La Commission aura-t-elle bientôt un droit de regard sur les budgets des États européens? La semaine dernière, José Manuel Barroso a en tout cas ouvert une brèche. Il souhaite que les projets de loi de finances soient examinés par Bruxelles avant même leur adoption par les parlements nationaux, un contrôle qui aurait lieu chaque année à partir de 2011. La politique économique d'un pays n'est pas simplement une politique nationale. La politique économique de nos États membres, c'est une affaire aussi européenne. S'ils sont membres de la zone euro, c'est absolument clair. C'est une question d'intérêt commun. Objectif, remettre en selle le pacte de stabilité dont les critères sont de moins en moins respectés. Mais la proposition a soulevé un tollé, en particulier en France. Le Parlement craint que Bruxelles n'empiète sur sa souveraineté nationale. Le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, se veut pourtant rassurant. Pour lui, c'est l'occasion d'améliorer la concertation entre les États, bref, de mettre en place un début de gouvernement économique en Europe. Le débat ne fait donc que commencer. Le président du Conseil a lancé un groupe de travail avec les ministres des Finances pour plancher sur la question. Il rendra ses conclusions en octobre. Alors, Limouane Nock, est-ce que Bruxelles a raison de se mêler des budgets nationaux? Est-ce que c'est une bonne proposition pour vous? Alors, nous autres socialistes sommes des fédéralistes convaincus. Donc nous pensons qu'il faut une meilleure coordination des politiques budgétaires dans un cadre fédéral. Et de ce point de vue-là, il peut être opportun de faire en sorte que les politiques budgétaires soient adaptées à la conjoncture dans tous les pays. Malheureusement, la proposition de la Commission est une proposition qui arrive comme contrepartie au plan de sauvetage et qui impose des plans de rigueur. Ce que la Commission a essayé de faire ici, c'est de renforcer son rôle de gendarme
pour que les plans de rigueur qui me paraissent être malvenus, inappropriés et inutiles aujourd'hui dans un contexte où on n'est pas sorti de la crise. Donc ce que veut faire la Commission, c'est de renforcer son pouvoir de contrôle et durcir le pacte de stabilité, ce qui est une erreur. Ce qu'on aurait dû faire au contraire, c'est certes de vouloir coordonner les politiques budgétaires, mais de mettre dans le jeu et les parlements nationaux et le Parlement européen et de définir les critères qui permettent de coordonner les politiques budgétaires pour soutenir la croissance en période de ralentissement comme aujourd'hui au lieu d'appliquer des plans de rigueur. Mais comment concrètement, comment fait-on dans un tel contexte avec de tels déficits qui réduisent toutes les marges de manœuvre? Comment fait-on pour donner un peu d'air à l'économie? Qu'est-ce que vous préconisez en tant que député socialiste et en tant qu'économiste? Il faut dédramatiser le discours sur la dette excessive. Tous les macroéconomistes vous expliqueront qu'avant la crise, ce que l'on appelle les déficits structurels en Europe sont proches de l'équilibre. C'est-à-dire hors variation des recettes fiscales liées aux fluctuations de la conjoncture. La dégradation des comptes courants est essentiellement due à la crise, au fait que la croissance a chuté, qu'on ait pris des mesures de sauvetage des banques et que par ailleurs on a baissé des impôts, ce qui a tari les recettes fiscales par ailleurs. Bon, donc il y a tout ça. Et la question aujourd'hui est de savoir si on veut rentrer dans les clous, c'est-à-dire réduire les déficits, est-ce qu'on adopte des plans de rigueur? Dans les clous du pacte de stabilité qui impose la maîtrise des déficits publics, c'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Alors si on veut rentrer dans les clous, est-ce que la bonne solution c'est des plans de rigueur qui, manifestement, vont casser la croissance. C'est moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales et c'est des déficits qui vont continuer à se creuser. Donc, ou alors, l'autre solution, ça serait de dire on suspend temporairement le pacte de stabilité. C'est ce que vous préconisez. Absolument. C'est ce que Poul Rasmussen également a proposé lorsqu'il a demandé un moratoire de 2 ans du pacte pour laisser redémarrer les économies, pour que les économies puissent emprunter, engager des mesures de relance et à ce moment-là, lorsque la croissance est revenue, elle induit des recettes fiscales qui permettent de réduire les déficits. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Limou Agnoc. On vous laisse retourner dans l'hémicycle et on rejoint tout de suite Olivier Picard et ses invités qui nous parlent du multilinguisme en Europe. Oui, Katia, la question du multilinguisme, c'est un sujet extrêmement sensible ici au Parlement européen. Alors pour en parler, Nora Hamadi, Florence Maurice et Romain Dussault nous ont emmenés dans les coulisses de cette extraordinaire usine. Aujourd'hui à Strasbourg, c'est jour de plénière. Le Parlement européen fourmille, les 736 députés viennent siéger pour voter. Mais le pic d'activité, c'est aussi pour les 1000 interprètes qui travaillent dans les 23 langues officielles de l'Union européenne. Cela me permet de revenir sur quelques points évoqués. Laurent Bernard a 62 ans, il est français. Il traduit depuis l'allemand, l'anglais, l'italien et l'arabe vers le français. Cela fait 32 ans qu'il officie au Parlement européen. On est confronté pour les auditions en particulier à des sujets qui sont tout nouveaux. Au moment de la crise de la vache folle, on a utilisé des mots dans nos auditions ici au Parlement qu'on ne trouvait même pas dans les journaux, puisque le thème était nouveau. Et donc les interprètes participent là presque à la création de quelque chose. Et pour éviter les surprises, il passe plusieurs heures à se documenter. Son but, maîtriser ces sujets sur le bout des doigts. La préparation factuelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire la préparation ponctuelle, mais il est évident qu'un interprète ne peut pas se contenter de cela et que sa préparation réelle, ce sera tout ce qu'il aura fait par ailleurs, c'est-à-dire tout ce que l'on aura accumulé au cours de sa vie, ce sera de la préparation de réunions. À l'autre bout du Parlement, l'autre grand chantier, la traduction des documents. Direction l'imprimerie. À cette heure, les machines tournent à plein régime. Ces textes sont une base de travail pour les députés, les assistants ou les interprètes. Et cela représente des tonnes de papier. Le volume total de l'imprimerie, compte tenu des fluctuations mensuelles, tourne autour de 100 millions de pages par an. Depuis l'élargissement en 2004, chaque langue doit être traduite dans les 22 autres, soit 506 combinaisons. Une des difficultés, c'est qu'on ne dispose pas de traducteurs ou de quantité de traducteurs suffisante pour aller de chaque langue vers chaque langue. On utilise le système dit de langue pivot. L'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol, 4 langues pivot, 4 langues relais pour permettre la traduction. Par exemple, on ne dispose pas de traducteur d'une langue comme le finnois vers le hongrois,
Et dans ce cas-là, on traduit d'abord du finnois vers, par exemple, l'anglais, et ensuite de l'anglais vers le hongrois. Attention, lâche tout. Une fois l'impression terminée, direction la documentation dans l'autre aile du Parlement. Et pour acheminer tous ces documents, il a fallu réaliser de gros travaux d'aménagement et notamment creuser un tunnel sous la rivière. Sa préparation terminée, Laurent va récupérer l'ordre du jour de la prochaine séance. Voilà. Alors, monsieur vient de me donner donc les rapports que je lui ai demandés. Traduction interprète, cette organisation a un coût gigantesque. Cela représente un tiers du budget du Parlement et un tiers de son personnel. Le prix à payer pour garantir l'égalité de traitement à tous les citoyens européens, un droit gravé dans les traités. Doris Pack est présidente de la commission culture et éducation au Parlement. Pour la députée allemande, cette dépense est indispensable. 23 langues, et prochainement plus, c'est déjà quelque chose qui est vraiment luxurieux. Mais il faut le garder parce que c'est notre tradition, notre culture. Et les collègues, les Français ou les Allemands ou les Polonais ne se reconnaîtraient plus comme membres de cette institution si cette institution ne parle pas leur langue. Je pense que l'argent pour l'interprétation est bien dépensé parce que c'est mieux de parler entre nous que de faire de la guerre. Dans une Europe à 27, à l'heure où la Croatie, la Turquie et la Macédoine sont candidates à l'Union, certains députés militent même pour la reconnaissance des langues régionales, comme le catalan, le corse ou le russe. Avec nous aujourd'hui, Miguel Ángel Martínez, vous êtes l'un des 14 vice-présidents du Parlement, vous êtes polyglotte et vous êtes en charge dans cette maison du multilinguisme. Alors on vient de le voir dans le reportage, 23 langues, 1000 interprètes, 506 combinaisons. Il y a des députés qui dans la maison trouvent que ça coûte trop cher. Alors est-ce qu'il faut revenir tout simplement à 4 langues pivots comme certains le proposent ? D'abord, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de ce que ce soit cher. C'est très bon marché. Mais c'est un principe essentiel de la démocratie. Donc même si ça coûtait un petit peu plus, ce serait déjà très bon marché, quand même. Vous savez, le principe essentiel, c'est que nos citoyens, nos concitoyens, nos concitoyennes, pour nous élire en tant que leurs représentants, ils ne peuvent pas dépendre de ce qu'on connaisse des langues ou qu'on n'en connaisse pas. Nous, on est ici parce qu'on a la confiance de nos peuples respectifs. Et la confiance se mesure sur d'autres éléments que le fait de parler le letton, le slovène ou l'anglais. Mais est-ce que la simplification de l'Europe n'a pas pour prix justement l'abandon d'une certaine souveraineté sur sa propre langue ? Ah non, 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 non. Est-ce qu'on ne peut pas sacrifier un peu de sa langue pour la lisibilité de l'Europe ? Non, non, je vous dis, moi des citoyens de ma province, quand ils me votent pour venir ici, ils ne me votent pas parce que je m'exprime en français. Ils s'en foutent que je sache parler le français ou l'anglais ou l'allemand. Ça ne les avance en rien. Ils savent qui je suis, ils savent que je défendrai, et même si je ne parle pas un mot, parce que je ne parle jamais avec eux en anglais, ni en français, ni en allemand. Quant à dire que c'est très cher, il faut savoir de quoi on parle. Vous savez, le budget de toute l'Union européenne, pas que le Parlement c'est un morceau, le Parlement, le Conseil, la Commission, la Cour des comptes, la Cour de justice, tout ça, cela représente par citoyen européen le prix d'un café par an. D'accord. Alors moi je trouve que c'est ridiculement bon marché. Surtout si l'on paye avec cela ce principe fondamental de la démocratie qui consiste à ce qu'ici chacun peut parler dans sa langue, peut tout dire dans sa langue et peut surtout tout écouter dans sa langue. Parce que moi je me demande comment j'écouterai le slovaque ou l'irlandais ou le maltais, comment je l'écouterai s'il me parlait dans sa langue ou s'il était obligé de s'exprimer dans une langue étrangère qu'il ne nuance pas. Mais au-delà du principe, dans le fonctionnement, l'anglais est beaucoup utilisé ici dans la maison. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une poussée insidieuse de l'anglais derrière, effectivement, le très beau principe du multilinguisme ? Écoutez, il y a la langue unique. La langue unique traduit la pensée unique. Nous savons tous les méfaits
de ce que la pensée unique a pu représenter. Heureusement, on dirait qu'elle est un peu dépassée à l'heure actuelle. Donc c'est évident que si l'on ne devait parler qu'une langue, on parlerait en anglais. Alors parler en anglais, ceux qui parlent l'anglais. Alors là, écoutez, comme moi, latin que je suis, et même si je parle l'anglais, et si je reconnais, l'anglais est une belle langue, tout ce que vous voulez. C'est un principe, à mon avis, fondamental de ne pas accepter. À un moment donné, vous savez, j'avais proposé quelque chose. Je dis, quand on me disait qu'on ne parle qu'en 3 ou 4 langues, j'avais dit, moi je serais à la limite capable d'accepter cela si chacun devait parler dans une langue qui ne soit pas la sienne. C'est-à-dire que le britannique parle en français, que le français parle en allemand, que l'allemand parle. Là, ça nous mettrait sur un pied d'égalité. Non de démocratie, mais au moins d'égalité. Alors à l'autre extrême, il y a des députés qui vont carrément plus loin que vous encore, et il y en a un qui vous pose une question, un député vert, on l'écoute. Monsieur Martinez, vous participez donc au nouvel exécutif, à la nouvelle présidence du Parlement qui vient d'être élue, et il y a sur la table de ce Parlement depuis longtemps la question de la mise en œuvre d'une reconnaissance de la langue catalane et de la mise en place de dispositifs pour que les Catalans puissent s'exprimer dans leur langue. Évidemment, ma question c'est simplement que comptez-vous faire prochainement pour que tout cela rentre en œuvre et soit opérationnel. Pour aller jusqu'au bout de l'égalité... Écoutez, la langue catalane m'est chère, elle fait partie de la culture de mon pays. Je ne suis pas catalan moi-même, mais c'est l'une des 4 langues qui existent dans mon pays et qui sont co-officielles dans certains territoires. Mais il existe au moins une trentaine de langues qui ont ce même statut de langue co-officielle dans certains territoires des pays actuellement membres de l'Union européenne. La chose serait encore plus compliquée dans la perspective de 2 ou 3 pays qui vont venir nous rejoindre d'ici peu. On a fait un progrès dans ce sens que les citoyens qui nous écrivent dans ces langues co-officielles, notamment dans les langues co-officielles de l'Espagne, dans certains territoires espagnols, reçoivent des réponses. On admet des pétitions, des requêtes, etc. Le fait d'introduire ces langues dans le quotidien compliquerait la chose d'une façon sérieuse. Mais vous parliez tout à l'heure d'identité. Vous disiez chaque citoyen européen doit se reconnaître dans sa propre langue au sein même du Parlement. Donc est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout de la logique à ce moment-là? Non, dans la mesure où reconnaître toutes les langues régionales dans la maison? Non, mais tous ces gens-là connaissent leur langue nationale, peuvent s'exprimer dans leur langue nationale, qui est au même titre que leur langue régionale, une langue officielle dans laquelle ils s'expriment. Donc c'est pas que ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer, ils s'expriment dans leur langue nationale. Est-ce que vous ressentez, vous, en charge du multilinguisme ici au Parlement, une pression justement de ces différents territoires ou régions pour justement l'introduction de leur langue ici au Parlement? Vous savez, certaines régions ont exercé cette pression, et l'exercent. Et d'ailleurs, c'est certains de mes camarades donc c'est un sujet que je manie tous les jours, y compris ces jours-ci. Parce qu'on pensait ici, nous, aux Corses, bien sûr, en France, Russes, Basques, enfin... Oui, mais non, je vous dis, il faut connaître bien l'histoire de l'Europe pour voir, il y a même des langues très importantes qui ne sont pas, comme le russe, qui ne sont pas des langues officielles des pays membres de l'Union européenne, mais qui peuvent l'être dans certains territoires ou chez certaines minorités de certains pays membres. Donc ça pourrait nous amener très loin. Mais je vous dis, la question est de permettre à tout citoyen de s'exprimer dans sa langue officielle. Mais sa langue officielle, c'est, pour le cas du catalan, c'est l'espagnol, au même titre que le catalan ou le basque. Donc, puisqu'il peut s'exprimer dans l'une des 2 langues qu'il est censé manier dans son territoire, nous pensons que ça remplit les conditions nécessaires en ayant avancé jusqu'à ce qu'ils peuvent s'exprimer dans ces langues-là par écrit pour toute une série de démarches dans le contexte du Parlement. Donc pas de langue supplémentaire ici, 23, on s'arrête là? Ah non, on ne s'arrête pas là, parce que le croate est à la porte, et ces langues. Le macédonien n'est pas loin, le turc. Et bien sûr, mais le turc devrait déjà être langue officielle. Si la situation de Chypre était une situation normale, le turc serait une langue officielle déjà.
J'envisage 3 langues de plus. Je veux bien que le serbe va devenir une langue officielle d'ici 10 ans. Je ne crois pas que l'Islande, malgré la démarche de négociation, va aller jusqu'au bout parce que mes informations font que le peuple islandais ne va pas ratifier en référendum l'entrée dans l'Union européenne. Mais moi, je ne peux pas envisager d'aller au-delà de 27-28 langues. Encore, sait-on jamais, n'est-ce pas? Bon. Miguel Ángel Martínez, excusez-moi pour ma prononciation à la française, merci beaucoup. C'est le moment de retrouver notre clin d'œil. Cette semaine, on s'intéresse à Europavox, à Clermont-Ferrand, du 20 au 23 mai 2010. C'est un festival qui a la particularité de vouloir mettre en valeur toute la diversité de la production musicale européenne. Du coca light, du coca de Rihanna, au geyser de Mentos et coca light, le canal en canal. Dylan, Youssouf, Opana, d'Obama, à la brasse de Loana, de Nana et l'heure. Un ninja, coupe afro, joue du nunchaku. Les photos d'autopsie de Tupac, chaque jour. Je passe du morbide au futile. Me perds dans un dédale d'images inutiles. Une gamine en pile, des gobelets en pyramide. Je me dis qu'elle est rapide et que mon temps je dilapide. Dans la tamise on surfe à la dynamite, l'ami. Pour avoir son quart d'heure de gloire comme on dit la vie. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter depuis Strasbourg. Et la semaine prochaine, retour à Bruxelles pour un autre numéro d'Europe Hebdo. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.